ready to tie you to the publish MLI cover position. It's a manual motion. So when you're go for me to start moving, I'm ready. Okay, Luca, I'm a go. Figaro Live, merci d'être avec nous. Il est 14h54. Nous sommes en direct pour suivre, vous le voyez sur les images derrière nous, ces images, vous le voyez, de la première sortie dans l'espace d'une équipe entièrement constituée de femmes. C'est une première historique que nous vivons ensemble sur la page principale du Figaro, sur Facebook, mais également sur Twitch. Nous prenons tous vos commentaires et toutes vos questions. Nous sommes avec Cyril Vanderberg. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef Sciences et Médecine au Figaro. Vous êtes bien un fervent connaisseur de l'espace, de tout ce qui fonctionne là-haut autour de la Station Spatiale Internationale que l'on peut voir sur ces écrans. Et donc on va suivre avec vous et avec vous dans le chat sur Facebook et sur Twitch également. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Cette première historique. Alors tout d'abord, en effet Cyril, ce n'est pas la première fois que des femmes sont dans l'espace, bien heureusement. Toutefois, c'est la première fois qu'elles sortent ensemble, dans une équipe entièrement constituée de femmes. En fait, il y a eu à peu près 200 sorties dans l'espace, sorties en scaphandre depuis les débuts de la Station Spatiale Internationale, donc c'est quand même considérable. Il n'y a que 15 femmes en fait qui sont sorties en scaphandre. Et là, on a une jolie première, c'est un beau symbole des efforts que la NASA fait pour féminiser la profession d'astronaute. Donc 2 femmes en même temps, et c'est donc Christina Koch, qui est d'une part... On a un petit truc pour les reconnaître. Il y a Christina Koch d'un côté, et l'autre côté, il y a Jessica Ware. Et pour les reconnaître, parce qu'elles ont un scaphandre, donc on ne pourra pas voir leur visage, il faut savoir que en fait, le VA, là, pour le moment, le VA, la sortie extravéhiculaire, donc cette sortie en dehors de l'ISS, les scaphandres ont une petite différence. Il y en a un qui a des bandes rouges sur les épaules et sur les cuisses, et ça, c'est le scaphandre de Christina Koch. Et l'autre, le scaphandre complètement blanc, c'est Jessica Ware. Jessica Ware, là, l'autre particularité, c'est que c'est sa première sortie en scaphandre. Elle est arrivée dans la station en septembre, et c'est un beau baptême du feu pour elle, parce que elle participait à une première, donc c'est une sortie historique. Et alors quelque part, c'est à la fois historique et aussi assez banal, donc parce que cette sortie, c'est de la réparation. Quand on sort de la station, quand on se met en danger dans un scaphandre, parce qu'on est quand même dans le vide spatial, et non plus à l'abri des modules qui sont blindés dans la station, il faut qu'il y ait une très bonne raison pour le faire, et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire de l'intérieur. Et là, en fait, il y a une phase de mise à jour des batteries de la station. La batterie, la station, l'ISS, vous connaissez sûrement, c'est un laboratoire orbital à 400 km d'altitude, au-dessus de la surface de la Terre. Et c'est grand comme 2 terrains de foot à peu près, ça pèse 400 tonnes. Et là, on vient de sortir de la phase nuit, et donc les panneaux solaires sont de nouveau au soleil. Mais en revanche, quand la station passe entre la Terre et le soleil, il y a plus il faut des batteries pour stocker l'électricité. Alors, on va revenir sur les détails de cette opération de réparation. Donc, c'est pour ces batteries qui sont changées. Vous le voyez en direct sur vos écrans. Ouais, Thibaut, c'est pas les batteries. Les batteries ont déjà été changées. Elles fonctionnent bien. C'est un boîtier de commande électronique qui commande la charge et la décharge des batteries. D'accord. Alors on va revenir dessus plus en détail pour comprendre un peu mieux ce qui se passe actuellement sur ces images. J'en profite pour bien venir vous saluer dans le chat. Bonjour à vous Sylvie, bonjour José, bonjour à vous Mermet, Esteban, Marie, Nat ou encore Philippe. Vous êtes nombreux à commenter et à nous exprimer votre soutien en tout cas pour cette nouvelle sortie. Je vais lire quelques-uns de vos commentaires. Nathalie qui nous dit formidable, bravo les filles, quel courage. Marie qui nous dit go girls, bravo de la part également de Sylvie qui nous dit que c'est historique. Bonjour en tout cas à vous et merci beaucoup de nous suivre. N'hésitez pas à commenter et surtout à nous poser toutes vos questions sur ce qui fait de cette journée une journée historique, Cyril, pour la
conquête de l'espace, tout simplement. Oui, c'est un jour important. Et c'est pas un hasard, en fait. Enfin, c'est à la fois pas un hasard et quelque chose qui n'est pas programmé en tant que tel par la NASA. C'est-à-dire que c'est pas juste un coup de pub de la NASA qui veut dire, voilà, on féminise, on met plus d'astronautes, femmes. En fait, voilà, c'était dans le calendrier des rotations et des sorties. Ça aurait pu se passer déjà il y a 6 mois, en fait. On avait un peu parlé. Il y a eu un petit couac à l'époque. C'était la même Christina Koch et une autre astronaute américaine, Anne McClain, qui devaient sortir ensemble pour faire une autre sortie. Et Anne McClain, elle s'est aperçue un peu tardivement qu'elle était plus à l'aise dans le scaphandre de taille moyenne que dans celui de grande taille. Et donc, il n'y avait pas assez de petits scaphandres dans la station au moment où il y était. Non, parce que finalement, dans les préparatifs, ils ne considéraient pas qu'il pourrait y avoir 2 femmes dans l'espace. Enfin, ça a été un peu interprété comme ça, finalement. Alors oui, c'était pas exactement ça, en fait. C'était pas 2 femmes dans l'espace ou pas 2 hommes petits, parce que... D'accord. Pour être honnête, ils sont pas les scaphandres, ils sont aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Non, le problème, c'est que dans la station, il n'y a pas beaucoup de place, donc il y a que quelques scaphandres qui sont stockés. Et là, je crois, depuis cet été, ils ont remonté un scaphandre de taille moyenne, donc il n'y aura plus de problème à l'avenir pour faire des sorties de 2 femmes en même temps, même si elles sont petites. Vous êtes nombreux toujours à commenter dans le chat, que vous nous suiviez sur la page principale du Figaro, sur Facebook ou encore sur Twitch. Bonjour à vous et merci de nous suivre, Michael, Sophie ou encore Joe. Je vais revenir tout de suite sur vos commentaires. Vous êtes nombreux à vous exprimer. On a par exemple ce commentaire de Joe Corbino qui nous dit « Il était temps, j'ai 85 ans depuis 3 jours ». Et bien oui, en effet, vous pouvez observer aujourd'hui avec nous cette première historique, une sortie donc 100% féminine dans l'espace. Marie, vous nous dites que même si ce ne sont que des réparations à effectuer sur la station, cela reste fantastique. Merci pour ces images. Merci à vous d'être avec nous. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous pensez de cette journée et surtout, n'hésitez pas également à nous poser toutes vos questions. Vous allez voir, on va pouvoir revenir un peu plus en détail sur cette sortie et sur ses particularités. Sophie, vous nous dites que vous trouvez cela incroyable, vous regardez de l'Australie. Eh bien, bonjour Sophie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et voilà, donc en tout cas, merci d'être avec nous, je le répète, mais bonjour Nadia par exemple qui venait juste de nous rejoindre. Si vous avez des questions, on les prend toutes, je vous le rappelle. Que vous soyez avec nous sur Twitch, sur la page principale du Figaro ou sur Facebook. Alors on le disait, une première historique. Est-ce qu'il y a des femmes qui, dans l'histoire de la conquête de l'espace, ont marqué également cette arrivée de l'homme et de la femme donc dans l'espace? Oui, et la première, le moment important, c'est la première femme dans l'espace, et c'est Valentina Tereshkova. À l'époque, c'était l'Union soviétique qui a accumulé les premières, et donc mais sa première mission avait pas, c'était vraiment pour le coup là un coup de pub, et ça avait été pas loin d'être c'était pas loin de s'être mal passé pour cette pauvre Valentina Tereshkova, qui après est vraiment devenue une héroïne de l'Union soviétique, qui a eu des postes de grande responsabilité au plus haut du Parti communiste soviétique. Les femmes volent et sont astronautes depuis quand même pas mal d'années. Christina Koch, on voit l'image du casque là, tout de suite là, c'est un bon exemple. En fait, elle en est à son c'est sa 4e sortie dans l'espace, donc elle est déjà, parce que c'est un exercice qui est quand même très très particulier, qui est physiquement très éprouvant. On voit là l'image là, elle tient, c'est l'équivalent d'une perceuse visseuse, et vous voyez la taille de l'engin. Et cet engin, en plus, on l'a vu tout à l'heure, elle cherchait des outils dans son bac à outils, et tout flotte. Il y a rien qui, tout flotte et rien ne tient en place. Et donc utiliser quelque chose aussi basique qu'une visseuse, déjà, on voit main droite, elle se tient solidement au châssis de la station pour pas tourner en même temps que la perceuse. Un coup de perceuse, ça crée une énergie finalement qui on tourne autour de la perceuse et la vis ne bouge pas. Donc il faut se tenir, on voit la visseuse qui dévisse. C'est quelque chose sur Terre, c'est très simple. Dans l'espace, avec des gants qui sont très épais et qui demandent pas mal de force pour les manipuler, tous les gestes et tout devient compliqué en fait. Donc Christina Koch, elle est à sa 4e sortie dans l'espace. On peut dire déjà qu'elle est vraiment expérimentée, et c'est pour ça qu'elle commande cette sortie, et qu'en tant que numéro 1,
qu'avec avec le scaphandre. En moyenne, d'ailleurs, un astronaute qui est dans la Station Spatiale Internationale va faire combien de sorties au total dans l'espace? Alors en fait, la plupart n'en font pas. D'accord. C'est vrai, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Notre favori français, Thomas Pesquet, en a fait 2. Et c'était vraiment, et tous les astronautes français n'ont pas fait de sortie dans l'espace en scaphandre, hein, donc D'accord. loin de là. C'est pas de la routine, on est vraiment dans quelque chose de. Et voilà, tout à l'heure quelqu'un avait dit, c'est peut-être juste une réparation, mais c'est quand même fantastique. Oui, c'est Bien fantastique. Ça reste quelque chose de dangereux. On est dans un espace qui est, il y a le vide spatial, il y a des écarts de température incroyables entre le jour et la nuit. Il y a le risque permanent de micrométéorites qui peuvent transpercer le scaphandre. On voit sur les mains, là, sur les gants de Christina Koch, on voit qu'il y a des petits miroirs. Je ne sais pas si on les voit assez bien. La qualité de l'image n'est pas terrible, hein. Ouais. Surtout qu'il y a la transmission a l'air assez hachée. On devrait revoir leurs fibres. On voit des miroirs sur ses poignets. Et ces miroirs, ils lui servent à vérifier sur son propre scaphandre qu'il n'y a pas d'impact, qu'il n'y a pas de trou, qu'il n'y a pas d'accroc. Il faut éviter, évidemment, on imagine, là, il y a des parties métalliques, il y a des parties qui peuvent être un peu coupantes. Il ne faut pas que le scaphandre s'abîme, il ne faut pas se mettre en danger. Bien sûr. Donc toutes les, je dirais, toutes les 10 minutes de la sortie, il faut faire ces vérifications qui sont de la routine et qui sont commandées et demandées par le Capcom, ou là pour le coup là, c'est la Capcom, c'est un ancien mot qui vient des programmes de capsules américains, c'est capsule communicateur, donc c'est un astronaute ou une astronaute qui est à Houston et qui suit en direct ce qui se passe, qui a exactement le même programme et le déroulé des actions à faire, qui sait ce que c'est, qui a l'expérience d'une sortie dans l'espace et qui donne à la fois le timing et les conseils et les instructions du centre de commande à Houston. Alors merci à vous de nous suivre aujourd'hui pour cette journée importante dans l'histoire spatiale. Bonjour à vous Jean, Bachir, Marie-Louise, Henri, Corinne ou encore Marvin. Vous êtes nombreux à commenter sur Facebook là en l'occurrence. N'hésitez pas, si vous nous suivez sur Twitch ou sur la page principale du Figaro, on prend également tous vos commentaires et toutes vos questions. Je rebondis d'ailleurs sur un commentaire, le vôtre, Marvin Saint-Luce. Vous nous rappelez certains chiffres intéressants qui montrent bien l'importance de cette journée. 564 astronautes au total dans l'histoire. Seulement 65 femmes, soit 11%. Il y a eu 221 sorties dans l'espace. Depuis les débuts de la station. Exactement. Il y en a eu plus que ça. Les Russes en ont fait aussi. D'accord. Voilà, ça c'est les sorties américaines. Et donc, dans l'espace, donc quelques-unes seulement ont été effectuées par des femmes et elles ont toujours été accompagnées par un homme. Alors vous êtes nombreux à réagir dans le chat, déjà pour les féliciter, comme vous par exemple Corinne qui dit bravo les filles, bonjour à vous Marie-Louise, merci de nous rejoindre, bonjour à vous Bachir également. Voilà, alors après Jean nous dit trop s'extasier sur le fait que ce soit des femmes, n'est-il pas un signe qu'on ne les pensait pas capables avant? Alors en tout cas en ce qui concerne la Station Spatiale Internationale, bon, on a quand même compté des femmes au sein des équipages et forcément là maintenant aujourd'hui ça devient de plus en plus démocratisé cette présence des femmes. D'ailleurs au sein de la NASA par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Est-ce qu'on voit des évolutions là-dessus? Oui, et les recrutements d'astronautes maintenant sont paritaires, donc les prochaines générations seront vraiment paritaires, seront autant d'hommes que de femmes. Et dans le nouveau plan d'exploration et le projet de la NASA de retourner sur la Lune, le programme s'appelle Athéna. Et c'est pas un hasard si c'est un nom d'une déesse, parce que l'intention de la NASA, c'est que ça soit une femme qui remette le pied sur la Lune. Le pied sur la Lune, alors c'est les projets officiels, c'est 2024, mais ça sera peut-être un peu plus tard. Alors, une seconde question d'ailleurs, est-ce que en ce qui concerne la conquête de Mars, on a déjà sur les questions de parité, par exemple, des statistiques? Non, parce que pour le moment, il n'y a pas de vrai plan pour aller sur Mars. C'est encore trop compliqué, trop loin. La Lune, c'est 3 jours de voyage. Mars, c'est entre 3 et 6 mois. Aller simple. Il faut rester 6 mois sur place et 6 mois de retour. Donc, c'est des voyages beaucoup, beaucoup plus longs. En gros, Mars, on n'est pas capable de le faire. Donc, il n'y a pas, d'équipage prévu. En fait, là...
s'il n'y a pas eu de sortie 100% féminine aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est pas une question de capacité. Elles sont évidemment tout aussi capables que les hommes de faire des sorties en scaphandre. C'est juste comme il y avait moins d'astronautes femmes, il y avait quand même beaucoup moins de probabilités que 2 femmes se retrouvent ensemble au même moment pour faire une sortie dans l'espace. Bonjour à vous Esteban, vous nous suivez sur Facebook et nous dites eh bien que l'espace fera rêver les humains toujours et en tout temps. C'est vrai que c'est un objectif et du coup bien évidemment tout ce qui se passe là-haut est un peu historique à chaque première fois. C'est en tout cas une journée historique pour la conquête spatiale avec donc on vous le rappelle la présence en sortie pour des réparations ici. Alors vous l'expliquiez, c'était un peu complexe, ce n'est pas pour changer les batteries comme on a pu voir dans de nombreux articles, c'est pour changer... Un boîtier de contrôle électronique qui contrôle la charge et la décharge des batteries. On a remplacé les anciennes batteries par des batteries lithium-ion. Lithium-ion, en fait, on connaît tous, c'est ce qu'on a tous dans nos smartphones. C'est ce qui permet d'avoir plus de capacité avec moins de place et moins de poids. Et bien sur la station, ils ont gagné aussi avec ces progrès technologiques. La contrainte, c'est qu'il faut gérer ces batteries de manière un peu différente des générations précédentes. Il y a notamment un impératif avec les batteries lithium-ion. Je ne sais pas si vous le savez pour vos smartphones, mais il ne faut jamais les décharger complètement. Si votre téléphone ça s'éteint de lui-même quand la batterie est à plat, c'est pour éviter de la décharger complètement et d'abîmer la batterie. D'accord. Donc c'est une protection et c'est ce genre de protection électronique dont on a besoin quand on gère la charge. L'autre contrainte, c'est la température. Les batteries lithium n'aiment pas la chaleur. Il faut donc que le taux de charge soit pas trop rapide pour éviter que ça chauffe. Donc voilà, c'est un boîtier électronique qui est pas si compliqué que ça, mais là il était en panne, donc il ne pouvait pas utiliser le nouveau lot de batterie, ce qui est quand même gênant quand on sait que voilà, ils ont demandé plusieurs sorties dans l'espace pour être installés. Ouais. Et voilà. Alors comment ça fonctionne en termes d'entraînement? Là on dirait quand on voit les images, bon là on a une autre facette de la Station Spatiale Internationale, mais tout à l'heure on pouvait voir une vue à la première personne de l'une des 2 astronautes. Est-ce que j'imagine que ça demande, même pour de simples opérations, ça demande énormément d'entraînement? Oui, en fait, alors là la particularité c'est que la mission qu'elles sont en train de faire, elle n'a pas forcément été répétée à l'entraînement à Houston, parce que c'est quelque chose d'imprévu, c'est une panne qu'il faut réparer. En revanche, il y a une énorme piscine au centre spatial à Houston, au Texas, qui est en fait ce qu'ils appellent un laboratoire à flottaison nulle. En fait, quand on est en plongée, même en scaphandre, eh bien, on a à peu près les mêmes sensations qu'en apesanteur, c'est-à-dire qu'on flotte. Avec une légère différence, c'est que dans l'espace, il n'y a pas de frottement, donc quand vous commencez une rotation ou un mouvement, si vous ne faites rien pour l'arrêter, il se continue, alors que dans une piscine, l'eau freine assez vite les mouvements. Mais tout est répété. Il y a des modules de la station qui sont à taille réelle dans cette piscine géante. D'accord. Et on s'entraîne à la fois à sortir de la station, c'est le geste peut-être le plus difficile à faire, c'est ça, c'est ouvrir les coutilles et se retrouver avec la terre en dessous, avec le vide autour de soi, ça peut filer la pétoche. En termes de risque d'ailleurs dans l'histoire, est-ce qu'on a déjà eu des accidents, des problèmes pour certains astronautes? Alors la première sortie dans l'espace en scaphandre, elle a failli très très mal se terminer. Alors c'est un peu triste, c'est Alexei Leonov, un soviétique. Et on a appris, il est mort cette semaine en fait. Donc c'était un des grands héros soviétiques de la conquête spatiale. Et lui, il était sorti, c'était... j'ai plus la date en tête, mais c'est le début des années 60. Il sort en scaphandre, il est tout seul dans sa capsule Vostok, et tout se passe bien, il évolue, il est quand même relié à un câble à sa capsule, et puis il fait sa sortie, il prend 2 photos, tout va bien, et il faut rentrer dans la capsule. Et quand il veut rentrer dans la capsule, il se rend compte qu'en fait, l'oxygène qui pressurise son scaphandre l'empêche de rentrer. D'accord. Donc il n'arrive pas à rentrer dans sa capsule. Il n'y a évidemment personne pour l'aider parce qu'il est tout seul à bord. Et là, il faut un sang-froid incroyable. C'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à dégonfler son scaphandre en le dépressurisant un petit peu pour pouvoir rentrer et se mettre à l'abri dans sa capsule. Donc c'était à l'époque le niveau d'apprentissage qu'il y avait, c'est qu'on ne savait pas comment ça se comportait. Et toutes les premières étaient extrêmement dangereuses. Maintenant, on est rodé. On n'est plus rodé, les scaphandres sont quand même mieux conçus, et même s'ils sont anciens, c'est des scaphandres là, qui ont été conçus pour les débuts des programmes navettes spatiales, donc c'est les années 80.
Ce qui explique aussi peut-être le fait qu'on ait plus de combinaisons pour des grandes tailles. À l'époque, il y avait moins d'astronautes femmes. Voilà, mais la conquête spatiale progresse. La NASA a présenté cette semaine les nouveaux scaphandres qui vont servir pour l'exploration de la Lune. Oui, en effet. Présenté par une femme d'ailleurs. Ouais. Aussi, c'est symbolique. Oui, j'imagine. oui, c'est pas symbolique, c'est vraiment une ambition. C'est voilà, montrer que les femmes sont aussi capables que les hommes à faire ce genre de travail. Mais voilà, et en fait, il y a eu. Alors là, c'est intéressant. On voit bien là la manière dont on se déplace sur la station. C'est toujours se tenir. En fait, il y a un mousqueton, donc un câble avec un mousqueton qui est accroché à la taille du scaphandre et qui suit une ligne de vie qui est reliée à la station. Et il faut tout le temps tenir les mains. Alors là, je crois que c'est Jessica Ware qui se déplace. On voit les panneaux solaires sur le fond. La transmission est un peu saccadée parce qu'elle passe par des satellites relais qui sont opérés par la NASA autour de la Terre. On est quand même à 400 km d'altitude et la station, elle voyage vite, elle voyage très vite, pas loin de 30 000 km/h autour de la Terre. Et c'est pour ça qu'on fait un tour de la Terre toutes les 80 minutes, toutes les heures 30. Et comme ça, on passe assez rapidement d'une phase nuit à une phase jour. Et c'est évidemment pour ça qu'on a besoin de batterie pour stocker l'électricité. Alors, en ce qu'il en est, vous l'entendez d'ailleurs, on peut entendre les différents concernés échanger entre eux. Qu'est-ce qui se dit d'ailleurs dans ce genre d'opération là? Qu'est-ce qu'on peut entendre par exemple? Alors en fait, c'est très. Il y a peu de discussions. C'est pas de discussions au coin du feu. C'est vraiment très technique. Il y a un programme qui est établi minute par minute avec un nombre d'opérations. Tous les objets, tous les outils, on voit les outils qui flottent en dehors de ça. Et ça illustre assez bien la difficulté de travailler dans ces conditions-là. C'est que quelque chose aussi simple que de prendre un outil dans une boîte à outils, ça devient quelque chose de pas si facile que ça. Et tous les outils sont évidemment reliés au sac pour éviter qu'ils s'échappent et qu'ils aillent se balader et se transformer en débris spatiaux. On imagine, on a un débris qui voyage à 30 000 km/h. S'il vient toucher quoi que ce soit, c'est la catastrophe. Donc ne rien lâcher, ne rien perdre. Ça fait partie des contraintes très très particulières pour ce genre d'exercice. C'est jamais de la routine. Alors là, j'avoue que je suis un peu perdu. Je ne sais pas sur quelle partie de la station se déplace Jessica Ware. J'essaie de voir. On voit les panneaux solaires. Je pense qu'on est sur le bras central qui relie les panneaux solaires au reste de la station. Et on voit que c'est quand même quelque chose d'assez technique. Pour assembler cette station spatiale, il a fallu plus d'une centaine de missions, dont presque autant de vols en navette, des vols de fusées russes qui ont amené des modules aussi. Donc c'est un assemblage qui a été très long et qui, dès le départ, en fait, a nécessité de faire des sorties en scaphandre. Et la NASA est un peu en train de changer d'avis sur ces procédures-là. On est plutôt en train de partir maintenant sur des fusées lourdes, plus puissantes, capables d'emporter en une seule fois des charges plus lourdes, et donc qui enlèvent le besoin de faire des assemblages compliqués avec des petits éléments en orbite. Donc moins de sorties en scaphandre, moins de risques peut-être, et une construction qui devrait être plus rapide. Alors là, l'image est assez saccadée. On est passé sur la caméra de casque de Christina Kor. Elle travaille indépendamment l'une de l'autre. Elle doit avoir des tâches qui sont réparties par Houston. Tout ça, c'est vraiment très programmé, très, très bien réparti. Mais j'ai pas écouté d'assez près pour savoir exactement à quelle partie de la sortie elle se trouve. Alors merci à vous qui nous suivez sur la page principale du Figaro sur Facebook ou sur Twitch. On avait une question d'Alban, merci de nous suivre, qui, au-delà des questions de parité, nous ont demandé où on en était sur la place de l'Europe dans la conquête spatiale. Alors je rappelle d'ailleurs qu'en ce moment, donc là on voit 2 astronautes à l'extérieur de la Station Spatiale Internationale, qu'au total ils sont 6 dans la station, donc 2 américaines on l'a dit, un américain, Andrew Morgan de son nom, 2 russes, et un Italien, Luca Parmitano. Ouais. Alors, Et Luca Parmitano, c'est un astronaute de l'Agence spatiale européenne, et c'est lui en ce moment qui est commandant de bord de la Station spatiale internationale. D'accord. Alors, la position de l'Europe, c'est une très bonne question. En fait, c'est depuis pas mal d'années, l'Europe a fait le choix d'être partenaire de ces programmes habités, mais n'a pas les moyens de lancer elle-même ses propres astronautes. Donc, on dépend en fait. Pour le moment, c'est les Russes.
les astronautes européens comme Thomas Pesquet, ils décollent à bord d'une capsule Soyouz. Là, dans le futur, là, les Américains ils développent des nouvelles capsules qui vont prendre le relais et qui vont permettre aux Américains de repartir dans l'espace sans être dépendants des Russes. L'Europe a fait le choix de garder ses fusées Ariane pour lancer les satellites, mais il n'y a pas eu de programme. En fait, c'est très coûteux. Développer une nouvelle capsule, développer un nouveau vaisseau spatial, c'est des milliards d'euros. L'Europe l'a fait pour faire un cargo qui est allé ravitailler la Station spatiale internationale, ça s'appelait l'ATV. Et rien que c'était un cargo automatique, hein, donc quelque chose de vraiment à personne à bord, mais avec des contraintes, ce qu'on appelle les contraintes du vol habité. Donc il fallait qu'il y ait des règles de sûreté qui soient draconiennes, parce qu'on vient s'amarrer à une station dans laquelle il y a 6 astronautes. Il ne faut pas qu'on vienne la mettre en danger. Et ce programme-là, il a été extrêmement coûteux pour faire voler au final 6 vaisseaux cargo. Plusieurs milliards d'euros pour... donc voilà, et un programme habité, l'Europe n'est pas prête à payer aujourd'hui. Ou en tout cas, n'a pas considéré que c'était dans ses priorités. Donc on est partenaire en fournissant soit des modules. L'Europe a fourni un module laboratoire dans la station qui s'appelle Columbus, et en fournissant des missions de ravitaillement. Mais voilà, l'Europe n'a pas les moyens d'y aller toute seule. On est dans un statut de partenaire. C'est un peu la même chose pour les Japonais. Ils ont des astronautes à bord de temps en temps, mais pas les moyens de les envoyer eux-mêmes. Une dernière question avant qu'on se quitte, Cyril Van Lerberg. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef Sciences et Santé au Figaro. Justement, restons dans l'actualité. Quels sont les prochains rendez-vous pour les amateurs d'espace, si je puis dire? Alors là, c'est la question un peu dépourvue. Je ne m'étais pas préparé. Ah, pardon. Je ne sais pas s'il y a des gros points d'actu qu'on attend. Si. Enfin, un des gros enjeux, il y a d'abord politique en Europe. D'accord. C'est une conférence des ministres de l'espace en Europe qui va se réunir en novembre. Et ça va décider notamment est-ce que l'Europe passe à des fusées réutilisables, comme ce que fait SpaceX, ou est-ce qu'on continue avec une nouvelle génération de fusées, entre guillemets, jetables, comme celle qu'Ariane 6 qui est en cours de conception. Donc voilà, un gros enjeu politique. Après, en février, l'Europe va lancer... février 2020, l'Europe va lancer Solar Orbiter. C'est une sonde d'étude du Soleil assez exceptionnelle, en collaboration avec la NASA. Et en 2020, il y aura, on l'espère, 2 lancements très importants vers Mars. Alors il y a une mission américaine qui s'appelle Mars 2020, qui va lancer un gros rover, donc un gros robot à 6 roues. C'est pas des roulettes, c'est vraiment des roues, c'est quelque chose qui fait 800 kg. Et c'est la première étape pour aller chercher un échantillon de roche sur Mars, et le ramener sur Terre. Et l'Europe aussi a une mission qui s'appelle ExoMars 2020, qui doit partir, elle aussi, envoyer un robot roulant sur Mars. Mais là, du côté européen, il y a plus d'inquiétude parce qu'il y a des problèmes de parachute. Les tests n'ont pas été concluants, il y a eu des parachutes déchirés. Et sans parachute, on ne se pose pas sur la surface de Mars. Donc je pense que si les problèmes de parachute ne sont pas résolus d'ici quelques mois, l'Europe risque de repousser de 2 ans sa mission vers Mars. D'accord. Un grand merci Cyril Van Lerberg de nous Thibaut. avoir apporté vos lumières sur ces images qu'on va vous laisser continuer de suivre un petit peu avant de vous quitter. Un grand merci à vous sur la page principale du Figaro, sur Facebook ou sur Twitter. Merci de nous avoir suivis, comme vous, Sylvie, Joe, Vincent, je crois. Il y avait Bachir ou encore Cédric. Vous étiez nombreux à être avec nous et à nous poser toutes vos questions. On vous donne bien rendez-vous très vite pour de nouveaux contenus sur Figaro Live en stream, à commencer par dans moins d'1 heure, puisque nous allons débriefer de l'affaire Balkany. On vous rappelle qu'une audience était en cours il y a quelques heures aujourd'hui, et que le couple Balkany vient d'être condamné à de la prison ferme. Donc on va essayer de débriefer tout cela avec Pierre Pilet, animateur Figaro Live, et Stéphane Durand-Soufflant, qui était au tribunal tout à l'heure pour suivre cette audience. On vous laisse avec ces dernières images et on vous dit à très vite sur Figaro Live. This one's pretty standard work, although they haven't specifically done this one before. We do have crew members who train for very specific tasks. For example, Andrew Morgan and Luca Parmitano are going to be doing some repairs to the alpha magnetic spectrometer on board the space station. And because that wasn't planned to be repaired in space,
there are a lot of unique tasks associated with doing that spacewalk, so they trained extensively on the ground to be prepared to do that work. Stephanie, while the team is checking on that, to have the MLI stuffed in the MLI bag. Copy that. Nice work. Jessica, what we'd like you to do is take the medium ORU bag, take that with you to the MDM site, and then likely when you're complete with the MDM task, you can take the medium ORU back to the airlock. We think you'll have time to do all of that before you need to meet up with Christina for the BCDU removal. Okay, copy that. So I'm going to take the MLI bag with me to do the MDM task, and then I'll just temp stow it, or leave it on my beer. I'll probably temp stow it when I'm doing that task, and then bring it to the airlock? Or did you say bring it to the airlock before the MDM task? Jessica, we'd like you to take it with you en route to the MDM task, and yes, you can temp stow it there, but complete the MDM task first, and then if there's time, we'll have you go to the airlock to stow it in the airlock. Okay, copy off. And I think we're ready for the bag swap if you guys want to lead us through that. We're ready for the swap. I think, Christina, if I leave it on my BRT, that'll give you the most copies. Stand by, let me get this tether off. Okay, and this is still routed to my BRT, Jessica. Okay, copy. And got to do a switcheroo there. I'll take the crew lock bag. Okay, you got it. Push that down a little bit more. Yep. And work. And stand by before you release anything. I'm going to rep to the crew lock bag. Okay, copy. Good view there of Christina Cook and Jessica Muir swapping basically tool bags that they've been using. Jessica Muir was using hers to pick up some handles and other equipment that were on the old batteries that had been planned to be swapped out. Yeah, that sounds good. If you want to release that for me, that'll be perfect. When it zings back, I'll put it straight on this MLI bag. She's handing those off to Cook, and Cook is handing her the bag holding the insulation that she just removed. Perfect, thank you. After this, Cook can begin removing the new battery charge discharge unit to get it on its way over to the P6 truss where it will be installed. And Muir is going to be working to disconnect an Ethernet cable on what they've called, you've heard him call the MDM, which is the multiplexer, a multiplexer, demultiplexer piece of equipment used basically to process data on the space station.